Il existe plusieurs artefacts historiques légendaires connus de l'humanité, car les récits de ces trésors ont été transmis par nos anciens ancêtres. Cependant, bon nombre d'entre eux n'ont pas encore été découverts et leur localisation reste un mystère. Les archéologues et les historiens recherchent ces objets anciens depuis longtemps, mais n'ont pas réussi à en localiser plusieurs, malgré des décennies de recherche. L'un de ces artefacts légendaires est l'Arche d'Alliance. Depuis des siècles, l'humanité tente de retrouver ce reliquaire sacré, mais sans succès. Récemment, un éminent écrivain a révélé qu'il était peut-être tombé sur son véritable emplacement. L'Arche d'Alliance est également connue sous le nom d'Arche du témoignage ou Arche de Dieu. Il s'agit d'un prétendu artefact considéré comme l'objet le plus sacré des Israélites. Selon la description historique, l'arche est en réalité un coffre en bois recouvert d'or pur. Il possède un couvercle au design élaboré appelé le siège de la miséricorde. Dans le livre de l'Exode, il a été révélé que l'arche contenait 2 tablettes de pierre des 10 commandements et, selon le livre des Hébreux du Nouveau Testament, elle contenait également le bâton d'Aaron et un récipient de manne. Le récit biblique dit que, environ 1 an après l'exode des Israélites d'Égypte, Moïse commença la construction de l'arche selon le modèle que Dieu lui avait donné. Lorsque les Israélites campaient au pied du mont Sinaï, le coffre d'acacia recouvert d'or était porté par ses bâtons par les Lévites sur environ 2000 coudées pour atteindre la ville lorsqu'ils étaient en marche. La légende raconte que Dieu a parlé à Moïse entre les 2 chérubins sur le pont de l'arche. Le livre de l'Exode suggère que Dieu a demandé à Moïse de construire l'arche pendant son séjour de 40 jours sur le mont Sinaï. Le modèle du tabernacle et les meubles de l'arche lui furent révélés, et il lui fut également demandé de le construire en bois d'acacia. Pour abriter les tablettes de pierre, Moïse ordonna à Bezalel et Oliab de construire l'arche. Le livre fournit également des instructions détaillées sur la façon dont l'arche a été construite. Il était censé avoir 2 coudées et demi de longueur, 1,5 de largeur et 1,5 de hauteur. Il serait alors entièrement recouvert d'or et une couronne ou une moulure en or serait placée autour de lui. 4 anneaux d'or étaient censés être attachés aux 4 coins, 2 de chaque côté. À travers ces anneaux, des tiges de bois recouvertes d'or seraient insérées pour porter l'arche. Ceci ne devait en aucun cas être retiré. Le couvercle doré, appelé caparetta, était l'ornement qui présentait 2 chérubins dorés. Il était censé être placé au sommet de l'arche. Le récit ne contient aucune indication sur l'épaisseur de la caparetta ni sur les détails des chérubins. De plus, le couvercle était censé être martelé sur l'extrémité de l'arche et former l'espace où Dieu apparaîtrait. Une fois la construction terminée, le livre indiquait que l'arche devait être placée sous un voile pour la garder cachée. Après la création de cette arche par Moïse, les Israélites la portèrent pendant leurs 40 années d'errance dans le désert. Selon le récit biblique, lorsqu'ils campaient, les Israélites le plaçaient dans une pièce séparée au sein d'une tente sacrée appelée le tabernacle. Lorsqu'ils atteignirent les rives du Jourdain sous la conduite de Josué, qui les conduisit vers la terre promise, l'arche fut portée en tête de la procession. Lors de cette traversée, le fleuve s'asséchait dès que les pieds des prêtres portant l'arche touchaient l'eau, et restait à sec jusqu'à ce que les prêtres et l'arche quittent le fleuve après le passage du peuple. En commémoration de cet événement miraculeux, 12 pierres ont été retirées du Jourdain, là où se trouvaient les prêtres. Au cours des années suivantes, l'arche arriva à Béthel, où elle fut confiée au prêtre Pincha, petit-fils d'Aaron. Il est ensuite resté à Silo, un autre centre religieux situé à environ 16 km au nord de Béthel, pendant l'apprentissage du prophète Samuel. Lorsque les Israélites furent vaincus par les Philistins, l'arche fut capturée par eux et ses porteurs, Ophni et Pincha, furent tués. L'arche fut emmenée par les Philistins dans divers endroits de leur pays, mais la malchance les suivit toujours. Elle a ensuite été rendue aux Israélites et a accompagné le roi David lorsqu'il a fui Jérusalem, mais elle a ensuite été rendue. Bien que l'histoire de l'arche ait été créée dans un texte distinct au 8e siècle, elle a été incorporée au récit biblique avant l'exil babylonien. Selon des preuves archéologiques, il y avait une activité de culte à Kiryat Yerim au 8e et 7e siècle avant JC, et un sanctuaire surélevé a été découvert qui pourrait avoir été utilisé comme temple.
Thomas Roma a suggéré que l'arche aurait pu transporter des pierres sacrées similaires à celles utilisées par les Bédouins pré-islamiques. On suppose que l'arche aurait pu contenir une statue de Yahweh ou une paire de sculptures le représentant aux côtés de sa compagne, la déesse Ashra. Bien que certains voient des similitudes entre l'arche et certaines pratiques bédouines, d'autres soutiennent que ces similitudes ne suffisent pas. Depuis qu'il a disparu du récit biblique, de nombreuses affirmations ont été faites quant à son sort, et plusieurs théories ont été suggérées à ce sujet. L'un des partisans d'une théorie est l'écrivain britannique Graham Hancock, connu pour promouvoir des théories pseudo-scientifiques sur les civilisations anciennes et les terres perdues, y compris l'idée selon laquelle la civilisation de la période glaciaire a donné naissance aux premières civilisations connues. Le journaliste Graham Hancock a enquêté sur l'emplacement de l'Arche d'Alliance dans son livre « Le signe et le sceau ». Selon lui, l'arche a été transportée du temple de Salomon à l'île Éléphantine puis à l'église Sainte-Marie de Sion à Axum, en Éthiopie. Hancock a corrélé ces découvertes avec des preuves archéologiques à Éléphantine et les papyrus éléphantines, qui indiquent que l'arche se trouvait sur cette île. De plus, la reconstruction du temple d'Éléphantine a révélé qu'il faisait face à Jérusalem et qu'il avait les mêmes dimensions que le temple de Salomon. Bien que la théorie de Hancock ait été critiquée, son affirmation selon laquelle l'arche se trouve en Éthiopie a été acceptée par beaucoup. Il existe plusieurs théories sur l'emplacement de l'Arche d'Alliance. Hancock pense qu'elle n'est pas en Israël et suggère que les Templiers l'ont emmenée en Éthiopie, bien que les Juifs éthiopiens aient une version différente de la façon dont elle y est arrivée. Selon eux, il serait arrivé sous le règne du roi Salomon. Il existe un récit qui raconte comment Ménélik a amené la véritable Arche d'Alliance en Éthiopie avec l'aide divine, tandis qu'une contrefaçon a été laissée dans le temple de Jérusalem. La théorie de Hancock sur la façon dont l'arche est arrivée en Éthiopie est contestée par les Juifs locaux, qui prétendent qu'elle se trouve dans l'église de Marie de Sion à Axum. La légende dit qu'il est gardé par un moine et qu'il est inaccessible à tous. Certains experts ont critiqué la théorie de Hancock, notamment John Holliday, archéologue à l'université de Toronto, et Edward Uhlendorf, ancien professeur d'études éthiopiennes à l'université de Londres. Des répliques de l'arche se trouvent dans tous les monastères et églises éthiopiens. Il est intéressant de noter que ces répliques sont également interdites. En fait, selon leurs croyances, aucune église n'est digne du culte si une copie de l'arche n'y est pas installée et aucun service n'est considéré comme sacré sans sa présence. L'église orthodoxe éthiopienne a également confirmé qu'elle était propriétaire de l'arche d'Axum. Il est actuellement détenu dans un trésor près de l'église Notre-Dame-Marie de Sion. Des répliques des tablettes à l'intérieur de l'arche, appelées tableaux, sont également conservées dans chaque église orthodoxe éthiopienne. En juin 2009, le patriarche de l'église orthodoxe éthiopienne Abun Pualo a déclaré qu'il annoncerait le lendemain la révélation de l'Arche d'Alliance au monde. Il a également déclaré qu'il avait été gardé en sécurité dans l'église d'Axum. Cependant, le lendemain, il a annoncé sa décision de ne pas révéler l'arche, mais a déclaré qu'il pouvait attester de son état actuel. Maintenant, nous vous emmenons littéralement au milieu de nulle part, où la civilisation perdue des Sumériens et d'autres civilisations dont vous ignoriez l'existence viennent d'être découvertes. Avez-vous entendu parler de l'ancienne civilisation de Pétra, la ville jordanienne préhistorique de Pétra creusée directement dans les falaises de grès rouge, blanc, rose et jaune? Le monde occidental l'a perdue pendant des centaines d'années. Pétra était une ville commerciale prospère et la capitale de l'Empire nabatéen entre 400 et 400 avant J.C. C. Située au sud-ouest de la Jordanie, entourée de canyons et de montagnes désertiques. Bien qu'il existe d'autres villes anciennes dotées de structures impressionnantes, Pétra est la plus connue. Les Nabatéens, qui ont construit Pétra, ont régné sur un vaste territoire du Moyen-Orient jusqu'à leur absorption dans l'Empire romain. Des vestiges de leur système d'approvisionnement en eau innovant peuvent encore être trouvés dans la région. Seuls 15% de Pétra ont été découverts et 85% restent inexplorés. L'importance de Pétra a décliné après sa conquête par Rome en 106 après J.C., et la ville est tombée en déclin en raison des tremblements de terre et de l'évolution des routes commerciales. Les touristes souhaitant voir davantage de structures semblables à celles de Pétra devraient se rendre à Mossoul, en Irak.
où des scientifiques ont récemment découvert un royaume enseveli sous un barrage. En raison de la sécheresse qui a frappé le sud de l'Irak, un groupe d'archéologues kurdes et allemands a pu reprendre les fouilles d'une ancienne ville de Kemun qui avait été submergée sous les eaux du réservoir du barrage de Mossoul. La découverte comprenait un palais et plusieurs grands bâtiments, et les chercheurs ont pu reconstruire le plan de la ville dans un laps de temps relativement court. L'équipe a travaillé dans une course contre la montre, ne sachant pas quand les eaux du réservoir remonteraient à nouveau. Ils ont découvert 5 récipients en céramique contenant des archives de plus de 100 tablettes cunéiformes datant de la période assyrienne moyenne. Les archéologues ont également découvert de rares peintures murales rouges et bleues, ce qui laisse penser qu'elles étaient courantes dans les palais de l'époque. De plus, plusieurs autres grands bâtiments ont été découverts dans le complexe urbain tentaculaire, notamment une fortification massive avec un mur et des tours, un entrepôt monumental à plusieurs étages et un complexe industriel. Mais le royaume prit fin sous le règne du roi Tushratta, sous le règne duquel les Hittites détruisirent leur capitale, Ouassukani. Des tablettes d'argile ont été trouvées dans des enveloppes modernes en forme de papier qui étaient utilisées pour enfermer des tablettes cunéiformes au 2e millénaire avant J.C. Les chercheurs pensent que le texte cunéiforme appartenait à des archives privées du Moyen assyrien et espèrent que cette découverte fournira des informations importantes sur l'histoire de la région. Les bâtiments excavés ont été recouverts d'une pellicule plastique et de gravier pour protéger les ruines, qui sont désormais inondées. Tout autre objet caché dans les ruines devra attendre d'être découvert ultérieurement. L'ancienne ville d'Egra en Arabie Saoudite ressemble à Petra et pourrait receler les secrets d'une civilisation ancienne. L'Arabie Saoudite veut réduire sa dépendance au pétrole et attirer le tourisme pour augmenter ses revenus. Ils ont lancé Saudi Vision 2030, un plan visant à faire du pays un centre mondial de commerce et de tourisme. Le prince héritier a commencé à délivrer des visas touristiques et la ville d'Egra est un choix évident pour attirer les visiteurs en raison de son architecture et du fait qu'elle est pratiquement inconnue. Les Nabatéens étaient des nomades du désert qui contrôlaient les routes commerciales et fournissaient des épices et des aromates. Egra était pour eux une ville de province importante. Les Nabatéens sont devenus visibles dans l'histoire parce qu'ils sont devenus riches naturellement. Les Nabatéens prospérèrent dès le 4e siècle avant J.C. jusqu'au 1er siècle après J.C. Et son territoire comprenait la Jordanie, la péninsule égyptienne du Sinaï, l'Arabie Saoudite, Israël et la Syrie. Leur identité a été perdue et Petra a été redécouverte en 1812. La difficulté d'en apprendre davantage sur les Nabatéens est qu'ils ont laissé très peu d'histoires de première main. La plupart de ce que nous savons à leur sujet provient de documents rédigés par des étrangers. La plupart des structures restantes sont des tombeaux et une grande partie des vestiges architecturaux de la ville ont été littéralement perdus dans les sables du temps. Malgré leur obscurité, les Nabatéens étaient d'anciens pionniers de l'architecture, tirant parti de l'environnement aride du désert à leur avantage. Les tombes d'Egra sont dotées de conduites d'eau naturelle pour les protéger de l'érosion, ce qui les a maintenus en bon état pendant des milliers d'années. Les Nabatéens, qui ont construit ces tombeaux, étaient innovants et créatifs. L'architecture des tombes est influencée par l'architecture classique grecque et romaine, mais présente également des influences mésopotamiennes, iraniennes, égyptiennes et grecques, créant un style architectural unique appelé baroque arabe. Les tombes portent des inscriptions intimidantes avertissant d'amende et de châtiment divin en cas d'intrusion. Ces inscriptions comprennent également des dates importantes pour les archéologues et les historiens. À Egra, la tombe la plus ancienne date de 1 avant J.C. et le plus récent date de 70 après J.C., ce qui permet de combler les lacunes de la chronologie. Il existe 7000 inscriptions nabatéennes dans tout le royaume, mais seulement un peu plus d'une centaine d'entre elles portent des dates. La plupart des inscriptions sont de courts écrits contenant le nom d'un individu ou une requête adressée à un dieu. Certaines tombes d'Egra contiennent les dernières demeures d'officiers de haut rang et de leurs familles qui, selon les écrits sur leurs tombes, ont emporté avec eux leurs titres militaires romains adoptés dans l'au-delà. Les inscriptions soulignent également l'importance commerciale d'Egra et la diversité de la société nabatéenne. Le terme nabatéen n'est pas un terme ethnique,
mais une expression politique signifiant qu'ils sont à la tête d'un royaume ou d'une dynastie, et il y avait plusieurs types de personnes dans le royaume nabatéen. Le tombeau de Lian, fils de Cusa, est le plus grand des Gras, mais son tiers inférieur est resté inachevé. Certaines tombes ont été abandonnées en pleine construction pour des raisons inconnues. Un nouveau chapitre dans l'histoire des Gras vient de commencer, puisque pour la première fois les voyageurs ont désormais un accès facile au site. Il était autrefois difficile de visiter Aigra, seuls quelques Saoudiens et terroristes étrangers pouvaient le faire avec une autorisation spéciale. Désormais, n'importe qui peut acheter un billet en ligne pour 25 $ et visiter cette zone en bus. Outre Aigra, il existe d'autres sites patrimoniaux à proximité, tels que l'ancienne ville de Dadan et le canyon de Jabal Hikma, qui sont ouverts aux visiteurs. La ville d'Alula est également ouverte au tourisme et espère attirer 2 millions de touristes par an d'ici 2035. L'aéroport d'Alula a été rénové et un hôtel de luxe conçu par un architecte français devrait ouvrir ses portes en 2024. Les Nabatéens sont une civilisation importante dans la région. Et son héritage est visible à Aigra, mais 10 autres langues historiques ont également été découvertes dans la région. Alula est considérée comme une région importante dans le développement de la langue arabe. Une ancienne civilisation appelée Harappa a été découverte et a prospéré vers 3000 avant JC. Dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan et l'Inde. Des scientifiques indiens travaillant dans le golfe de Kamba suggèrent que les Harapéens descendent d'une culture mer avancée qui a été submergée par l'élévation du niveau de la mer à la fin de la dernière période glaciaire. La découverte de cette civilisation submergée a démontré l'existence d'une civilisation ancienne et a établi la possibilité que les anciennes civilisations aient été submergées par l'élévation du niveau de la mer après la dernière période glaciaire. On pense que la civilisation cité-État la plus ancienne existait en Mésopotamie il y a environ 5500 ans. En outre, une vaste civilisation mature a été découverte à la frontière de l'Inde, du Pakistan et de l'Afghanistan, appelée civilisation harapéenne, qui existait il y a entre 5300 et 2800 ans. D'importantes ruines ont été découvertes en Inde, notamment des villes dotées de rues droites, de systèmes de drainage et de systèmes de transport par eau bien construits. Les artefacts trouvés indiquent qu'il y avait un chaînon manquant important entre les anciens chasseurs-cueilleurs et la civilisation harapéenne. Les archéologues pensent que ce chaînon manquant pourrait avoir été submergé par une élévation significative du niveau de la mer provoquée par la fonte des calottes glaciaires. L'Institut national indien de technologie océanique a mené des études marines et découvert des éléments carrés et rectangulaires qui semblent avoir été créés par l'homme et qui feraient probablement partie de la civilisation harapéenne submergée. 2 anciens canaux ont été découverts dans la région de Kamba, à 20 km de la côte actuelle, grâce à des équipements technologiques créant des images des fonds marins. Des éléments similaires à une structure d'habitation ont été identifiés des 2 côtés du canal selon un quadrillage, indiquant que les anciens avaient un bon sens de l'urbanisme. Sous quelques centimètres de minces sédiments marins, des alluvions et des galets typiques des sédiments fluviaux terrestres ont été observés, suivis par des conglomérats fluviaux typiques à plus grande profondeur, démontrant que la zone aujourd'hui submergée était autrefois une terre ferme traversée par des rivières. Mais l'une des choses les plus intéressantes à propos de notre monde est la récente vague de découvertes qui sont faites encore et encore, compte tenu du fait que notre planète existe depuis des millions d'années. L'occasion d'en apprendre davantage sur lui est toujours intrigante. Récemment, de nombreuses théories ont émergé sur les races humaines qui existaient avant notre arrivée sur les lieux. Plus précisément, les historiens et même les théologiens ont postulé l'existence de géants extrêmement énormes qui parcouraient la Terre depuis des milliers d'années. Mais une découverte récente a renforcé ces affirmations et pourrait changer à jamais notre perception de la Terre. Des rapports ont émergé détaillant une incroyable découverte dans un naufrage qui a surpris tout le monde. Selon le rapport, des explorateurs et archéologues allemands dirigés par Jörg Fassbinder ont découvert en 2003 une tombe ancienne qui, selon eux, appartenait à des géants qui parcouraient la Terre il y a des siècles, voire des millénaires. Comme prévu, les chercheurs ne se sont pas contentés de découvrir quelque chose de petit, ils ont dû voir grand.
La tombe a finalement été fouillée et des explorateurs auraient découvert les corps de géants massifs et les auraient envoyés à des laboratoires pour analyse. Cependant, depuis que cette découverte a été faite, il semble que peu de choses aient été dites à son sujet et que tout le monde l'ait mise sous clé. Comme prévu, la découverte a fait l'objet d'une certaine controverse. À qui appartenait cette tombe et y en a-t-il davantage qui leur ressemblent ? L'une des théories les plus répandues sur cette découverte archéologique est que le tombeau appartenait au mythique roi Gilgamesh. Vous connaissez peut-être Gilgamesh dans le film Marvel The Eternal, mais même si le personnage du film a été parfaitement interprété par Ma Dong-seok, le personnage mythique a en réalité un très long parcours. Gilgamesh est le protagoniste du poème de Gilgamesh. Une histoire que beaucoup considèrent comme la plus ancienne histoire jamais écrite dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire, Gilgamesh était décrit comme un géant de 5 mètres de haut. Même le grand Kali n'avait rien sur ce type. Il aurait été le fils d'un roi sumérien et d'une déesse mésopotamienne et aurait fini par diriger le pays d'Uruk, qui est devenu plus tard des ruines. Il est donc possible qu'il ait été enterré dans sa ville natale et que son corps ait finalement été découvert en 2003. Quoi qu'il en soit, Gilgamesh était essentiellement un demi-dieu et pendant son règne, il a mené la guerre contre ses ennemis et a parfois agi comme un tyran envers son peuple. Ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'il avait une force semblable à celle de Dieu et qu'il pouvait faire à peu près tout ce qu'il voulait. Dans le poème de Gilgamesh, il est dit que les dieux entendirent enfin les cris du peuple de Gilgamesh. Ces hommes devaient pratiquement vivre dans la peur de leur roi tout-puissant et voulaient un sauveur. Alors Anu, le roi des dieux, a utilisé de l'argile et sa propre salive pour créer Enkidu, un homme sauvage qui défierait Gilgamesh dans un concours de force. Lorsque Gilgamesh et Enkidu en sont finalement venus aux mains, c'était assez épique, les deux hommes avaient une force divine et leur duel dura plusieurs jours. Finalement, Gilgamesh a quand même réussi à sortir victorieux. Plus tard, quand Enkidu mourut finalement, Gilgamesh fut tellement affligé qu'il devint essentiellement philosophe. La mort de son ami l'a amené à s'interroger sur le sens de la vie et la valeur de toutes les réalisations humaines. La mort d'Enkidu a également permis à Gilgamesh de devenir une meilleure personne. Il a abandonné toute sa fierté et s'est lancé dans une quête épique pour trouver le sens de la vie et, avec un peu de chance, même vaincre la mort. Ce type était si impressionnant que sa quête secondaire était de vaincre la mort. Nous ne savons pas comment Gilgamesh est finalement mort, mais le fait est que pendant de nombreuses années, tout le monde a cru que l'épopée de Gilgamesh n'était rien de plus qu'un concept littéraire et que l'ancien roi n'existait probablement même pas. Cependant, tout a changé lorsque Fassbinder et son équipe ont fait cette découverte. Selon l'équipe, il est apparu que la tombe qu'ils ont découverte appartenait en réalité à l'ancien roi d'Uruk. Grâce à la technologie moderne ils ont trouvé plus de 100 000 hectares de terre, y compris des maisons et des propriétés babyloniennes enterrées. Bien qu'ils aient affirmé avoir trouvé des preuves concluantes de la réalité du poème de Gilgamesh, les fouilles ont été interrompues en raison de la guerre en Irak et la plupart des artefacts ont été détruits. Selon les théoriciens du complot, le gouvernement américain a déclenché la guerre en Irak pour nettoyer le site archéologique et récupérer les objets. Certains pensent que le gouvernement effectue des tests ADN sur le cadavre pour réincarner la race géante ou les croiser avec des humains. Corey God est l'un des principaux partisans de cette théorie et affirme qu'il existe des chambres de stase contenant ces créatures partout dans le monde. On ne sait pas si le gouvernement utilise les lieux de sépulture des géants comme site de test pour un projet de super soldat ou s'il les préserve dans le cadre de l'histoire de l'humanité. La découverte de ces géants a généré de nombreuses théories, notamment la possibilité que l'un d'eux soit Gilgamesh. Bien que certains théologiens pensent que le tombeau appartient à Nimrod, un personnage biblique connu pour sa force et son ambition. La lignée de Nimrod remonte à Cush, le petit-fils de Noé, qui a construit l'arche qui a sauvé l'humanité du déluge. Nimrod était un homme puissant, un chasseur et un roi à une époque. Son royaume aurait couvert Babylone, l'Irak, Uruk, Keln et Shinar en Mésopotamie. On lui attribue la construction de la tour de Babel, où l'humanité a tenté d'atteindre le ciel et de parler à Dieu. Mais la tour a été détruite et les citoyens parlaient des langues différentes. La Bible ne prétend pas que Nimrod a commandé la construction de la tour,
mais il s'agit d'une théorie d'érudits qui le voit comme quelqu'un qui a tenté de défier Dieu. Nimrod aurait été un homme puissant selon la Bible et serait lié à la construction de la tour de Babel. Flavius Josephus, un érudit romain du 1er siècle, a écrit que Nimrod incitait les gens à défier et à mépriser Dieu. Il y a des spéculations sur le lien entre Nimrod et Gilgamesh, car ils partagent de forts traits physiques et des problèmes avec Dieu. Certains pensent que Nimrod aurait pu être l'inspiration de l'épopée de Gilgamesh ou qu'ils étaient tous les deux la même personne, bien que l'on ne sache pas comment Nimrod ou Gilgamesh sont morts. Mais, le tombeau appartient-il à Nimrod? Certains le croient, car ils croient que Nimrod était réel, contrairement à Gilgamesh, qui n'a pas été prouvé. Ils soutiennent qu'Uruk, représenté dans le poème de Gilgamesh, était basé sur un lieu réel. Si Nimrod était le dirigeant du pays, la tombe découverte par les chercheurs allemands pourrait lui appartenir. Cependant, pourquoi n'ont-ils pas mis une pancarte pour identifier la tombe? Si l'équipe de recherche avait correctement étiqueté la tombe, nous n'aurions pas à discuter de l'identité de l'occupant. Mais ces types de découvertes ne sont pas uniques, puisqu'il existe de nombreuses découvertes archéologiques qui confirment l'existence de géants qui vivaient il y a des centaines ou des milliers d'années. La grotte Lovelock, au Nevada, est l'une des découvertes de géants les plus remarquables de mémoire récente. En 1911, 2 mineurs ont découvert plus de 40 squelettes humains incroyablement grands. Un employé du musée d'anthropologie de l'Université de Californie a fouillé la grotte en 1912 et a découvert plus de 100 000 objets phénoménaux. On pense que les squelettes pourraient appartenir à la légendaire tribu Sitacar de l'histoire des Paiutes, qui étaient des cannibales et qui, selon le récit de Sarah Winmuka, ont décrit les épreuves et les souffrances auxquelles ils ont été confrontés aux mains des colons blancs, y compris les conflits armés. Et la perte de ses ressources naturelles. Les archéologues ont trouvé des traces de brûlures à l'entrée de la grotte, ce qui suggère qu'elle a été incendiée. Stonehenge est un site cérémoniel populaire au Royaume-Uni, mais personne ne sait qui l'a construit. En 2018, il a été révélé que les personnes qui ont construit Stonehenge ont disparu peu de temps après sa construction et n'ont laissé aucune trace d'ADN dans la population britannique moderne. Personne ne sait exactement qui étaient les bâtisseurs de Stonehenge, mais on pense qu'ils devaient être des gens vraiment formidables. La disparition des bâtisseurs a longtemps intrigué les scientifiques. En 1998, des chercheurs de l'université Emory d'Atlanta ont découvert une souche d'ADN appelée lignée X qui ne correspondait pas aux routes migratoires des Amérindiens. Les scientifiques pensent que cette souche pourrait remonter à 36 000 ans et avoir une source différente de celle des autres groupes. Il existe un groupe de personnes dont l'origine ne peut être entièrement retracée et dont on pense qu'elles sont nos ancêtres extraterrestres. La théorie des extraterrestres apparaît dans de nombreuses théories sur les origines humaines. Une vidéo sur une ville extraterrestre montre un voyage commençant à Leipzig, en Allemagne, en 2011. Des biologistes dirigés par le généticien Svante Pääbo de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive ont découvert que les premiers humains ont établi des contacts et se sont même accouplés avec les premiers hominidés. Certains pensent que les humains se sont accouplés avec des formes de vie non humaines sur Terre ainsi qu'avec des extraterrestres. Les chrétiens croient à l'accouplement entre les humains et les anges tombés du ciel, qui a donné naissance à des géants. Bien que cela puisse paraître tiré par les cheveux, il existe des preuves suggérant que la vie extraterrestre pourrait être arrivée ou avoir influencé l'évolution humaine. Dans notre recherche de réponses sur les origines humaines et l'influence des êtres extraterrestres sur notre évolution, les surprenantes révélations en Antarctique nous amènent à nous interroger davantage sur la possibilité de civilisations avancées dans notre monde. Alors que nous explorons les liens entre la vie extraterrestre et l'histoire humaine, nous allons maintenant nous plonger dans le mystérieux continent couvert de glace qui recèle des secrets inimaginables depuis des millénaires. L'Antarctique a gardé un secret que nous n'aurions jamais soupçonné. Le continent couvert de glace n'a pas reçu beaucoup d'attention de la part des scientifiques et des archéologues en raison des énormes blocs de glace qui caractérisent la région, ce qui constitue un obstacle aux découvertes. Cependant, il semble que cette même glace ait préservé toute une civilisation avancée pendant des milliers d'années, jusqu'à ce qu'elle soit récemment découverte par les scientifiques.
La possibilité que des civilisations avancées vivent dans notre monde a toujours été débattue. Mais la preuve de structures inimaginables trouvées par les scientifiques et les archéologues réside dans des constructions telles que des pyramides et d'immenses temples, suffisamment grands pour avoir été construits par des géants. Ces monuments ont toujours été fascinants en raison de leur construction et du fait qu'un tel bâtiment a été construit sans machines électriques pour aider les ouvriers du bâtiment d'aujourd'hui dans leurs activités. Juste pour que vous sachiez à quel point ces bâtiments sont grandioses, des milliers d'années après leur construction, notre monde moderne a dû nommer non pas une, mais 2 de ces pyramides comme faisant partie des 7 merveilles du monde. Bien que la plupart des pyramides soient connues en Égypte et au Mexique, il en existe davantage dans le monde, notamment celles récemment découvertes en Antarctique. Il semble étrange qu'un continent gelé comme l'Antarctique possède une pyramide. Cependant, avec ce qui a été découvert récemment, il existe un énorme fardeau que nous n'avons pas entièrement découvert sur toute l'histoire de la Terre. Avant la dernière période glaciaire, l'Antarctique était une terre plate où vivaient les gens. Les explorateurs de l'Antarctique l'ont aperçu pour la première fois en 1820, mais une carte ancienne de 1513, dessinée par un cartographe turc appelé Piri Reis, montre l'Antarctique sans glace. On pense que cette ancienne civilisation antarctique s'est cachée du monde. La carte a été trouvée par Gustav Dyson en 1929 dans la bibliothèque du palais de Topkapi à Istanbul. Piri Reis, également connu sous le nom de Hacı Ahmet Muhyiddin, était un cartographe passionné qui a servi dans la marine turque en tant qu'amiral ottoman. La carte de Piri Reis est précieuse car elle montre avec précision les côtes de l'Afrique du Nord, du Brésil et de l'Europe, y compris des îles comme les îles Canaries, les Açores et éventuellement le Japon. Le mystère réside dans la façon dont une carte de 1513 montre un continent découvert en 1820. Les théoriciens du complot, soutenus par certains scientifiques, affirment que l'Antarctique abritait une civilisation ancienne et la légendaire cité perdue de l'Atlantide en raison de la théorie du déplacement de l'atmosphère. La croûte terrestre, ce qui suggère que l'Antarctique était autrefois libre de glace. La théorie suggère que de vastes zones de l'Antarctique étaient libres de glace il y a 12 000 ans et auraient pu être habitées par des humains. Cela expliquerait l'existence d'une société ancienne, peut-être la cité mythique de l'Atlantide, mentionnée par Platon en 360 avant JC. La carte de Piri Reis conforte cette théorie et la NASA a également confirmé la présence de traces d'une ancienne civilisation sous la glace de l'Antarctique. Les empreintes ont été prises par télédétection pour la mission Icebridge de la NASA en Antarctique. Il a été question de la découverte d'une pyramide en Antarctique sur des images de la NASA et de Google Earth, suggérant que l'humanité y a vécu et construit des structures à un moment donné. Certains scientifiques pensent que le gouvernement américain était déjà au courant de cette découverte et l'a cachée au public. Un archéologue affirme qu'il y a des fouilles archéologiques massives en cours à 3 km sous la glace. Certaines personnes pensent qu'une ancienne civilisation ou même des extraterrestres ont construit la structure, mais d'autres scientifiques suggèrent qu'elle est simplement le résultat de l'érosion d'une montagne escarpée. La montagne pyramidale de l'Antarctique n'est pas une construction artificielle, mais une montagne naturelle en forme de pyramide découverte par l'aviateur Lincoln Ellsworth. Plusieurs experts ont expliqué que cette forme n'est pas unique et que d'autres sommets ont également une forme similaire, bien que moins complète. La montagne est située dans la chaîne du patrimoine, connue pour ses fossiles, et bien qu'elle ne soit pas très haute, sa forme la distingue. Certains scientifiques suggèrent que la forme pyramidale pourrait être le résultat de l'érosion par le gel et le dégel causé par la neige et l'eau qui remplissent les crevasses de la montagne pendant la journée et gèlent la nuit. L'érosion due au gel et au dégel a créé la forme pyramidale de la montagne. Ce processus se produit lorsque la neige ou l'eau remplit les fissures de la montagne pendant la journée, puis gèle et se transforme en glace la nuit. Ce processus se répète plusieurs fois, conduisant à la création de fissures plus grandes qui peuvent éventuellement provoquer la rupture de pans entiers de roches. Maury Pelto, professeur de sciences environnementales, suggère que la montagne sans nom est constituée d'une seule couche de roches qui s'est érodée uniformément sur 3 de ses côtés. Le côté est, cependant, s'élève encore plus haut et l'érosion n'était probablement pas aussi égale. Même si certains médias affirment que la montagne a été découverte récemment,
cela est peu probable. En Antarctique, il existe une base de recherche pour les climatologues et de là, vous pouvez voir la montagne pyramidale. Cependant, cela soulève la question de savoir s'il existe d'autres structures construites par d'anciennes civilisations avancées. Il est fait mention d'un temple néolithique en Turquie appelé Göbekli Tepe, qui présente une architecture géométrique complexe et est plus ancien que Stonehenge. Ce temple est important car il a été construit par des chasseurs-cueilleurs et constitue l'une des découvertes les plus significatives de la recherche néolithique. Le bâtiment est très technique et ancien, ce qui le rend intrigant pour les archéologues. Des chercheurs de l'université de Tel Aviv et de l'autorité israélienne des antiquités étudient la structure, notamment le professeur Avi Goffey. Göbekli Tepe a été construit par les communautés néolithiques il y a plus de 11 000 ans et possède de grandes structures rondes et des piliers monumentaux en pierre atteignant plus de 5 mètres de haut. Bien qu'il n'y ait aucune preuve d'agriculture ou de domestication animale à l'époque, on pense que ce sont des chasseurs-cueilleurs qui ont construit le site. L'ancien temple de Göbekli Tepe a fait l'objet de débats archéologiques depuis sa fondation en 1994. Bien que les vestiges du temple au début du néolithique, la planification architecturale de cette période et ses implications culturelles ont été peu étudiées. Les chercheurs Ackley et Goffey affirment que 3 structures ont été conçues comme un seul projet et selon une géométrie cohérente. Cet arrangement complexe reflète les changements survenus dans le monde spirituel et dans la structure sociale. Ils ont utilisé un outil analytique et un algorithme pour identifier un motif géométrique sous-jacent qui régit la conception. Les recherches montrent que les premières planifications architecturales ont eu lieu au Levant et dans le monde, et que la complexité de la disposition des enceintes de Göbekli Tepe reflète les changements survenus dans le monde spirituel et social. On pense que les compétences et pratiques de planification, telles que l'utilisation de la géométrie dans la formulation des plans d'étage, sont apparus bien plus tard que la période de construction de Göbekli Tepe. Les résultats suggèrent que les transformations architecturales majeures au cours de cette période étaient des processus descendants menés par des spécialistes, et que les méthodes de planification architecturale les plus importantes et les plus fondamentales ont été conçues au Levant à la fin de la période épipaléolithique et au début du néolithique. De plus, la recherche n'exclut pas la possibilité qu'une civilisation avancée ait vécu sur Terre à un moment donné de l'histoire de la Terre. Dans une autre étude, des chercheurs ont découvert un réseau de villes perdues en Amazonie grâce à la technologie laser. Des structures d'habitat urbain complexes et élaborées de la culture khazarabe ont été découvertes dans la région de Llano de Mojo en Amazonie bolivienne. La découverte comprend des terrasses de 5 mètres de haut s'étendant sur 22 hectares et des pyramides coniques de 21 mètres de haut. Un vaste réseau de réservoirs, de points de contrôle et de routes a également été découvert, ce qui remet en question la vision de l'Amazonie en tant que paysage historiquement vierge. L'urbanisme primitif a été créé et géré par les populations autochtones pendant des milliers d'années, et s'est construit aux côtés de la nature, en employant des stratégies durables efficaces qui promouvaient le conservationnisme et préservaient la riche biodiversité du paysage environnant. Les scientifiques ont découvert de longues chaussées reliant les réservoirs et les lacs de l'Amazonie bolivienne, ce qui indique que les populations autochtones ont créé des paysages agricoles et aquacoles productifs dans la région pendant des milliers d'années. Les découvertes montrent que l'ampleur des travaux et de la planification de la construction de ces colonies n'a pas de précédent dans la région amazonienne et n'est comparable qu'à celle des États archaïques des Andes centrales. Les chercheurs affirment que ces résultats fournissent la preuve de stratégies durables et d'un patrimoine culturel et écologique, jusqu'alors inconnu dans la région. La configuration architecturale de la culture khazarabe indique que les habitants de cette région ont créé un nouveau paysage social et public. Les scientifiques pensent que ces découvertes peuvent contribuer de manière significative aux perspectives de conservation de l'Amazonie. La construction d'une architecture civique cérémonielle, d'infrastructures de gestion de l'eau et l'étendue spatiale de la dispersion des colonies se comparent favorablement à celles des cultures andines et vont bien au-delà de ces colonies sophistiquées et interconnectées du sud de l'Amazonie. Que dit tout cela? Qu'on ne peut pas tout expliquer. Malgré les progrès réalisés dans la compréhension de notre histoire, de nombreuses questions restent sans réponse.
À mesure que le monde continue d'évoluer, de nouvelles questions continueront de surgir.